l'année 2019. Elle va être au point de vue astronomique, elle va être formidable. Et bien entendu, vous voyez déjà un petit aperçu sur l'écran. Vous voyez la surprise qu'on a eue avec la sonde New Horizon quand elle est passée près de ce mini-astéroïde à combien 6 ou 7 milliards de kilomètres. La dimension de ce petit volume de neige, c'est à peu près 30 kilomètres à 6 milliards de kilomètres. C'est formidable. Et encore, on n'a pas les belles photos parce qu'on n'est pas dans la bonne position pour transmettre. Donc c'est la seule photo qu'ils ont transmise pour le moment. On est très surpris parce que, évidemment, vous remarquez, c'est comme Churyumov-Gerasimenko, j'ai réussi à le dire, et c'est un astéroïde bilobé. Oui, c'est pas cochon, un bilobé. Bilobé, ça veut dire qu'il y a deux lobes. Hein. Et on remarque d'ailleurs que à la jonction, c'est pas de la même couleur. Il y a des explications pour ça. Il y a eu aussi un deuxième événement. Ce que vous voyez sur la droite, c'est les Chinois qui s'intéressent beaucoup à la Lune, qui sont vraiment une puissance spatiale avec laquelle il va falloir compter. Et bien, ils ont posé un atterrisseur et un rover sur la face cachée de la Lune. Hein, ce qui n'est pas évident, hein, parce qu'il faut un satellite qui a vue sur la Terre et la Lune pour transmettre les informations. Et aux dernières nouvelles, ça marche bien, le rover est descendu. Ce matin, il y avait même un panorama qui a été transmis, je n'ai pas eu le temps de le mettre là-dessus. Alors, vous voyez que les dessinateurs humoristiques s'en sont donnés un cœur joie. Ça, c'est le plus gentil que je vous montre. Hein. Il y en a beaucoup d'autres. Et alors, qu'est-ce qu'il va y avoir encore? Eh bien, la mission Osiris-Rex. On s'est mis en orbite autour de, comment on peut appeler ça, ce petit caillou de 500 mètres. Et on s'est mis en orbite à quelque chose comme 1500 mètres d'altitude autour de cette chose. C'est un record absolu pour les Américains. Et vous savez qu'on voudrait ramener quelques échantillons du sol de cet astéroïde sur Terre. Il y a d'ailleurs une Française, Antonella Barucci, qui travaille sur ce projet, que vous connaissez peut-être, on l'a déjà fait venir ici. Et cette année, ça va être le grand retour des Américains dans l'espace à partir d'une fusée américaine et d'une capsule américaine et du sol américain. Ah oui, mais ça sera privé. Ah ben oui, l'espace devient privé. Ça va être SpaceX et Boeing qui ont pris des astronautes de la NASA, qui les ont engagés et qui vont partir. Eh bien, les premiers, ça va être SpaceX à partir du mois de mars, je crois. Et puis, il y a encore plein d'autres choses que l'on va découvrir tout au long de cette année. Je vous en parlerai. Je vous signale que cette conférence fait partie des 100 ans de l'IAU. L'IAU, c'est l'UAI, évidemment. C'est donc l'Union astronomique internationale. Et cette conférence de la SAF est labellisée IAU ou l'UAI les 100 ans. Alors je voudrais en profiter pour dire bonjour à nos amis d'Internet et m'excuser auprès d'eux parce que les 2 dernières fois on a eu des grands problèmes Internet et on n'a pas pu diffuser. Donc on reprend aujourd'hui et j'espère vous me faites un petit coucou, je ne vous vois pas mais faites-moi signe si ça marche bien. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas sur Internet, je m'appelle Jean-Pierre Martin et j'ai le plaisir d'organiser ces conférences mensuelles d'astronomie. Et je vous souhaite donc sur Internet bienvenue et une bonne année. Alors, nous avons une petite bonne nouvelle à vous annoncer. Vous savez, depuis plusieurs fois, je vous dis, on a un problème pour la prochaine saison, puisqu'on nous chasse d'ici. Enfin, on ne nous chasse pas. Télécom quitte Paris pour aller à Orsay. Eh bien, avec Daniel, ici présent, on cherche désespérément des salles qui soient dans notre budget, c'est-à-dire 0.
c'est vrai. Oui, ah oui. On a exigé d'être rapide. Alors, ça ne se trouve pas facilement. Vous n'allez pas être déçus. Mais ça fait plusieurs fois, je vous dis, on est sur une piste. Et cette piste semble déboucher. Et je vais vous en parler parce que vous avez été, vous, tellement nombreux à m'écrire pour nous encourager de ce côté-là et nous donner des idées. Il semble que le ciel se dégage vers le Conservatoire national des arts et métiers. Et donc, on est en train de discuter avec eux. Et ben voilà. Donc, ça serait à partir de septembre, vous aurez plus de détails la prochaine fois. Alors, je termine rapidement. Donc, voilà les prochaines conférences de la SAF. Vous avez vu que je m'y colle au mois de mars, puisque mes cheveux blancs vous montrent que j'ai vécu l'époque Apollo. Il y en a d'autres aussi, je suppose. Il y en a qui ont vu l'atterrissage. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous êtes vieux. Voilà. Alors, vous voyez le programme jusqu'à la fin de l'année. Et la dernière de la saison, le 14 juin, justement, on fera une table ronde Apollo en faisant venir des spécialistes et on va discuter un peu de ce qu'on a appris sur la Lune et surtout, on va peut-être y retourner. Bon, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas y retourner, hein, mais demain, peut-être. Alors voilà toutes les autres conférences qui peuvent vous intéresser. Bon, je signale pour les gens de la SAF, qui sont nombreux dans la salle, samedi prochain, pas demain, l'autre samedi, si les gilets jaunes, il n'y a pas de gilets jaunes, par exemple. Il y en a? Sortez. Bon, le samedi, donc pas demain, samedi prochain, il y a commission de planétologie, et ça va être intéressant parce qu'il y a une collègue du LATMOS, Léa Bonnefoy, qui vient nous parler des lunes de Saturne vues par Cassini. Donc, pour ceux qui aiment Saturne et le système solaire, ça va être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et en commission de cosmologie, on reçoit Gabriel Chardin le samedi 9 février, encore un samedi, et qui va nous parler d'une nouvelle théorie où, a priori, on n'aurait plus besoin de matière noire ni d'énergie noire. Ça serait intéressant, hein, parce que comme on ne sait pas ce que c'est, donc hop, ça résoudrait le problème. Mais il semble que ça soit remplacé par de la gravité négative avec des masses négatives. Oui, faut venir, hein, vous verrez ce qu'il aura à nous dire. Voilà. Voilà notre dernière conférence on a reçu Olivier Vittas de l'ESA, qui nous a parlé de la mission JUICE. Donc vous savez tout sur les satellites de Jupiter, et comment on va les étudier, etc. Les cours d'astronomie de la SAF par Daniel Brio, vous les voyez. Donc le prochain, c'était hier, et le prochain, c'est le 24 janvier sur les quasars. De même, les cours de mécanique quantique, ça a repris mardi dernier, et ça sera mardi prochain. C'est Jacques Frick qui les donne. Je vous montre ça à chaque fois. Et en plus, pour les nuls, il y a des cours de maths pour la cosmologie. Alors, je vous dis tout de suite, il faut venir avec son cachet d'aspirine. Hein. La SAF ne fournit pas d'aspirine. Voilà. La prochaine fois, on recevra Jean-Pierre Maillard, astrophysicien de l'IRP, qui va nous parler de la spectroscopie de Fourier en astronomie, et il va faire un historique des origines à nos jours. Réservation, comme toujours, à partir de demain matin, 9h. Et ce soir, on a le plaisir de recevoir Caroline Fressinet, qui est astrobiologiste au LATMOS. Le LATMOS, attendez, ne soufflez pas, ça veut dire le laboratoire. Si, il faut me souffler. Atmosphère, milieu et observation spatiale. Atmosphère, milieu et observation spatiale. Voilà. Eh bien, qui est donc pas très loin d'ici, à Versailles.
à 50 ans de vie, et qui va nous parler d'exobiologie. Je vous souhaite une bonne conférence et une bonne soirée. Merci. Ça marche presque. Je vais le mettre au diapo. Bonsoir à tous, merci Jean-Pierre Martin pour cette invitation pour parler des sujets de recherche. Il y a rien de plus excitant de parler de son propre travail. Et merci à vous tous d'être présents et de vous intéresser donc à l'exobiologie. Et je vais un peu vous raconter finalement ma vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais au laboratoire, les objets d'études qui nous intéressent, les missions spatiales qui sont en cours, futures, et les différents corps du système solaire sur lesquels on a de plus en plus de chances finalement de éventuellement trouver une certaine forme de vie ou des molécules qui pourraient mener à cette vie. Donc effectivement, je travaille au LATMOS. Alors en fait, il y a 2 antennes au LATMOS dans ce laboratoire. Il y a l'antenne de Versailles-Saint-Quentin à Guyancourt où je travaille, et une antenne à Jussieu également. Et donc ça fait 2 ans que j'ai été recrutée dans ce laboratoire après avoir passé 6 ans au centre NASA à côté de Washington dans le Maryland. Est-ce qu'on entend bien? Oui, je pense que on entend bien le retour. Donc bah voilà, comment on va rechercher la vie extraterrestre. D'abord, on va s'intéresser à la Terre. Et ça peut paraître un petit peu thrombocentrique comme approche, mais étant donné que la façon dont on va rechercher in situ, donc c'est-à-dire en allant sur les différents corps du système solaire pour rechercher, on est obligé de conceptualiser, de construire des instruments qui sont ultra précis, ultra spécifiques. On est obligé de rechercher quelque chose en particulier. On ne peut pas y aller en disant je vais rechercher la vie. On peut dire je vais rechercher tel type de molécule qui pourrait nous faire penser qu'il y a une forme de vie, etc. Les instruments sont tellement spécifiques qu'il faut savoir quoi aller chercher. Donc, les indices qu'on a pour savoir quoi aller rechercher, on les a sur Terre, puisque la Terre, pour l'instant, aujourd'hui, c'est la seule planète qui existe sur laquelle on connaît une forme de vie. Donc on va se baser, on ne va pas rechercher la vie telle qu'on la connaît sur Terre, mais on va se baser sur la vie qu'on connaît sur Terre pour essayer de développer des signatures de cette vie qui sont ce qu'on appelle agnostiques, c'est-à-dire des signatures de toute forme de vie qui pourrait exister. Donc c'est un petit peu compliqué comme concept, je vais rentrer un peu plus dans les détails dans les premières diapos. Et donc on ne va pas rechercher la vie terrestre, mais on va rechercher une forme de vie qui serait basée sur des molécules qui sont les mêmes que celles qu'on peut trouver sur Terre. On est obligé de chercher à partir de quelque chose, on ne peut pas tirer dans le noir, on est obligé de chercher, de se baser sur quelque chose qu'on connaît. Donc on se base sur la Terre, et pour ça il faut vraiment comprendre ce qui s'est passé sur Terre, comment la vie est apparue sur Terre. Donc, une frise de la Terre, donc même de l'univers. On sait que l'univers est apparu dans le Big Bang, donc il y a 13,7 milliards d'années. Donc tout ça, c'est vraiment des choses, c'est de l'astrophysique. Là, on est plus sur l'exobiologie. Donc ça m'intéresse moins personnellement. Et donc la frise géologique de la Terre est apparue il y a 4,5 milliards d'années à peu près. Et ce qui va nous intéresser en fait dans cette frise, c'est juste cette petite fenêtre qui est finalement de 4,5 à 3,5 milliards d'années. Pourquoi? Parce que à 3,5 milliards d'années, on sait qu'il y a des formes de vie. Donc on sait
pour sûr, ça c'est plus débattu, il y a 3,5 milliards d'années sur Terre, il y avait de la vie. L'apparition de la vie sur Terre est encore un petit peu débattue. Les traces les plus anciennes qui auraient été trouvées d'une forme de vie sur Terre dateraient de 3,85 milliards d'années. C'est toujours, il y a des nouveaux papiers qui sortent régulièrement, disant 3,8, 3,81, 3,85, etc. Donc bon, dans ces eaux-là en tout cas. Et un autre événement important qui s'est passé sur Terre, c'était il y a 3,9 milliards d'années, c'est ce qu'on appelle le bombardement météoritique tardif. C'est des météorites qui ont eu une abondance beaucoup plus importante que ce que c'était avant et ce que c'était après. Et pourquoi c'est important en fait? Donc le bombardement météorite tardif, le voici représenté en fait sur l'abondance de météorites qui est tombée en fonction du temps. Il a été calculé en fonction des impacts de cratères qu'on a trouvés sur la Lune. On a extrapolé aux impacts de météorites qu'il y a pu avoir sur Terre à cette même époque. Donc sur la Lune, le sol n'a pas été reprocessé, donc on arrive facilement à compter ces cratères. Et donc on a extrapolé à la Terre. Et vous voyez donc qu'il y a eu ce pic à 3,9 milliards d'années. Et pourquoi c'est important? C'est en fait, la Terre n'était pas viable durant ce pic. La Terre aurait pu être viable avant. Mais si de la vie est apparue avant ce pic de bombardement météoritique, tout aurait été reprocessé en fait au niveau du pic de météorites. Donc au niveau de la vie, c'est un peu comme si la Terre, elle avait 3,9 milliards d'années. Excusez-moi, c'est quoi l'échelle verticale? L'échelle verticale, c'est la masse météoritique en grammes par année. C'est l'abondance de météorites. L'abondance météorique. Enfin, vous n'hésitez pas à poser des questions en cours si vous voulez des détails plus abondants sur certains sujets, c'est pas très clair. Et donc ce qui est super intéressant en fait sur ce graphe, c'est que si vous voyez, l'apparition de la vie, elle s'est faite juste après la fin du bombardement météoritique tardif. Ce qui veut dire que la vie est apparue sur Terre au moment où la Terre est devenue viable. C'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que la vie apparaît facilement. En tout cas sur Terre, elle est apparue facilement. Dès que la Terre a été viable, la vie est apparue. C'est peut-être même lié à ces chutes de météorites. Parce qu'on sait que dans les météorites, il y a énormément de molécules qui sont piégées. Et ces molécules seraient donc arrivées sur Terre en très forte abondance lors du pic météoritique. Et ces molécules auraient pu servir en fait à former la vie. Donc c'est peut-être lié. Donc en fait, ces molécules, c'est ça qui va nous intéresser, c'est ça qu'on va aller rechercher dans tout le système solaire pour essayer de comprendre s'il peut y avoir de la vie. Donc on sait que de la chimie à la biologie, on observe une complexification chimique. Donc on est au niveau de la chimie, au fur et à mesure on passe au niveau de la biologie. En exobiologie, on a ce chaînon manquant en fait, c'est comment on passe de la chimie à la biologie. On sait que la chimie s'est complexifiée, qu'à un moment, bam, on a eu de la biologie, mais on ne sait pas comment, on ne connaît pas, c'est notre chaînon manquant à nous, en exobio. Et on a toute une gamme de molécules qui sont d'intérêt. Les molécules qu'on appelle biologiques. Donc ça, si on trouve des molécules biologiques, donc de l'ADN, des protéines, quelque part sur Mars ou ailleurs, on est sûr que ça vient de la vie. Là, il n'y a pas de doute possible. Mais bon, c'est extrêmement difficile d'aller rechercher ces traces de molécules. Mais de toute façon, voilà, ce sont des molécules biologiques. Si on les trouve, on sait qu'il y a de la vie. Les molécules simples, on sait qu'elles sont formées chimiquement. Donc, si on trouve ces molécules, bon, ça ne nous donne pas vraiment d'indice en faveur d'une origine biologique de ces molécules. Et en intermédiaire, on a les molécules qu'on appelle prébiotiques, comme les acides aminés par exemple, ou des acides carboxyliques, donc des acides gras qu'on appelle quand elles sont d'origine biologique. Et ces molécules, en fait, elles sont super intéressantes parce qu'elles peuvent provenir de deux origines. Soit elles proviennent chimiquement d'une complexification chimique des molécules simples, soit elles peuvent provenir d'une dégradation de molécules biologiques. Donc si on trouve ces formes de molécules quelque part dans le système solaire ailleurs que sur Terre, ça nous dira pas qu'il y a de la vie, c'est un bon indice, mais par contre il faut aller regarder des choses plus en détail sur ces molécules. Des messages associés en fait à ces molécules. Parce qu'on ne va pas rechercher uniquement des molécules, mais on va aussi rechercher l'origine de ces molécules par des messages associés. Donc ces messages associés, par exemple, ça peut être les isotopes. Donc les isotopes, on sait que les atomes existent sous plusieurs formes, avec un nombre de neutrons qui va différer selon l'atome. Donc l'exemple qu'on connaît bien, c'est le carbone 14 par exemple. Et le carbone, il existe sous forme carbone 14, carbone 13 et carbone 12. La biologie a utilisé les isotopes les plus légers.
La biologie va vers le plus simple. Les isotopes les plus légers sont plus faciles à processer au niveau chimique, donc elle va utiliser des carbones 12. Et donc, si on a un système biologique, on va trouver des molécules carbonées dans ce système biologique, on va observer ce qu'on appelle des fractionnations isotopiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus de carbone 12 que dans un système abiotique ou chimique. Et donc ça, c'est un des messages associés à ces molécules qui va permettre de les différencier selon leur origine biologique ou chimique. L'autre possibilité, qui est très à la mode en ce moment, et vous verrez que presque toutes les futures missions à recherche de vie vont rechercher la chiralité. Donc la chiralité, en fait, c'est la symétrie des molécules. Les molécules vont exister sous forme droite et gauche, parce qu'elles ont un carbone asymétrique, comme les mains, en fait. Le mot chiralité vient du mot grec main. Et donc, ce sont des molécules qui vont être symétriques dans un miroir, mais non superposables. Dans un système biologique, une seule de ces molécules, une seule de forme miroir va être utilisée. Dans un système chimique, on va avoir 50% de chacune des deux formes. Donc, c'est le cas pour les acides aminés, par exemple. Les acides aminés, les constituants des protéines, ils vont exister sous la forme droite ou sous la forme gauche. Si c'est un acide aminé d'origine chimique, on va trouver 50% de la forme droite de l'acide aminé, 50% de la forme gauche. Si on trouve 100% d'une des deux formes, c'est une origine, ça indique en tout cas, une origine biologique de cet acide aminé. Une autre possibilité de regarder les molécules et de chercher leur origine, c'est de regarder la distribution des molécules. Si on a des origines chimiques de molécules, en fait, on va avoir une distribution gaussienne, c'est-à-dire gaussienne un peu déplacée. C'est en chimie, plus c'est simple, plus c'est abondant. Donc les molécules les plus simples vont être plus abondantes et plus on va vers de la complexité. Donc là, c'est en nombre de carbone sur certains types de molécules, des alcanes. Donc plus on va sur des alcanes à chaîne longue, plus on diminue. Donc là, c'est une distribution typiquement chimique. Par contre, dès qu'on est dans un système biologique, on va avoir des distributions non statistiques. Par exemple, pour les acides carboxyliques, en fait, dans les systèmes suivants, il y a des réactions enzymatiques qui vont rajouter 2 carbones à la fois. Et donc, les molécules qu'on va obtenir, elles vont avoir des nombres pairs de carbone. Donc, si on trouve une distribution non statistique qui favorise les nombres pairs de carbone, 12, 14, 16, 18, 20, et qui défavorise le nombre impair, en fait, ça donne une indication comme quoi ça serait une origine biologique. Donc, aucune de ces distributions chiralité ou isotopes trouvée seule va pouvoir nous faire dire que l'origine est biologique. Ce qu'il faut, c'est une combinaison de ces différents paramètres, plus d'autres paramètres qui indiquent que le contexte était favorable à la préservation de matière organique, à l'apparition de la vie, etc., etc. Donc, effectivement, donc là, ce que je vous ai raconté, c'est la recherche de biosignature. C'est rechercher la vie en allant rechercher des molécules de la vie, en quelque sorte. On pourrait penser que ça suffit, mais en fait, pas du tout. Il y a plusieurs autres paramètres qu'il faut absolument regarder avant d'aller rechercher la vie. Et l'un de ces paramètres, c'est l'habitabilité. Donc l'habitabilité, c'est la présence simultanée au même endroit, au même moment, de paramètres nécessaires à l'apparition de la vie. Ces paramètres, ça va être de l'eau liquide, de manière pérenne, il ne faut pas que ce soit transitoire. Une source d'énergie, absolument nécessaire pour que les réactions chimiques puissent se passer. Des conditions de température, de pH, etc., qui sont relativement neutres. Et une présence de matière organique simple, de molécules simples, des molécules chimiques, qui sont la nourriture de la vie. Donc vous voyez que ces molécules, finalement, c'est un peu grave, parce que non seulement si on en trouve des complexes, on est vraiment dans la recherche directe de vie, de biosignature. Si on en trouve des simples, on est dans la présence de la recherche d'habitabilité. Finalement, c'est vraiment indispensable d'aller rechercher ces molécules. Et tout ça, il faut que ce soit dans un environnement qui soit suffisamment stable dans le temps pour que la vie puisse se développer et évoluer. Donc ça, c'est les recherches d'habitabilité. Ensuite, recherche de contexte également. C'est-à-dire que si on cherche la vie sur Mars, qui serait apparue il y a 4 milliards d'années, et que le contexte est extrêmement oxydant, que tout disparaîtrait en quelques millions d'années, aujourd'hui, c'est-à-dire 4 milliards d'années après l'apparition de la vie, on ne trouverait plus rien. Donc il faut rechercher des lieux qui sont propices à la préservation des traces de vie. Donc tout ça, c'est le contexte. Donc quand on a des missions pour rechercher la vie, il faut d'une part qu'il y ait un ensemble d'instruments qu'on appelle une payload scientifique qui puisse regarder différents
différents paramètres, l'habitabilité, les biosignatures, etc. On peut envoyer un instrument pour trouver la vie. Il faut envoyer un ensemble d'instruments. Et d'autre part, les explorations planétaires, elles doivent se faire dans des timings respectés. C'est-à-dire qu'il faut d'abord envoyer des missions qui vont aller étudier le contexte et l'habitabilité avant d'envoyer une mission qui va chercher la vie. Sinon, on a quand même peu de chances de la trouver. Et donc, on va partir sur Mars. Et sur Mars, c'est notre voisine. Hein, donc, pourquoi Mars? Elle est proche, de dizaines de millions de kilomètres. Finalement, c'est quelques mois de trajet pour y aller. C'est pas extrêmement long. On la connaît bien, on sait que c'est la petite sœur de la Terre, qu'elle a eu des évolutions relativement similaires, surtout à ses débuts. Et donc, c'est propice à aller explorer et à aller rechercher des traces de vie. Aller rechercher des traces de vie, oui et non finalement, parce que de toutes les missions que vous pouvez voir là, donc là, ça va partir de 2001 jusque dans le futur, sur toutes les missions qui sont encore opérationnelles aujourd'hui. Il y en a eu dans le passé, hein, bien entendu, soit des orbiteurs, donc qui restent en orbite autour de Mars pour faire des études à distance, soit en fait des landers ou des rovers, donc les landers ils atterrissent et ils font leur travail dans l'espace autour d'eux. InSight qui a atterri le mois dernier par exemple. Est-ce que vous voulez que j'essaye de baisser le... Peut-être, c'est un peu sombre. Hein. Je vais voir si Je pense pas que ce soit très embêtant pour la suite, mais si vous pouvez peut-être, ça serait bien. Voilà. Ça peut jouer un peu les gens qui dorment. Ça va là? Merci. Oui. Oui, très bien, si ça vous convient. Vous voyez bien. Bon, je fais ce que je peux. Hein. Et donc, comme vous voyez, en fait, sur toutes ces missions, il y en a une qui va aller rechercher la vie, c'est ExoMars en 2020. Et qui sera en fait la première à aller rechercher la vie depuis 1976. Alors des missions qui ne sont pas représentées sur ce graphe parce qu'elles sont bien avant. Les missions Viking en 1976, qui ont été les seules missions à recherche de vie dans le système solaire. En 1976. Depuis, il n'y en a pas eu. Et pourquoi il n'y en a pas eu? Notamment un petit peu à cause de Viking. Parce que Viking en 1976, direct, ils se sont dit on va aller chercher des traces de vie. Allez. Et ils ont fait des instruments biologiques pour aller rechercher de l'ADN, pour aller rechercher du métabolisme, pour aller rechercher de la vie, tout ça. Sauf qu'en fait, ils ne connaissaient pas le contexte. Et le contexte est que Mars est extrêmement oxydant, que Mars a des sels de perchlorate, donc c'est des sels de chlore qui se trouvent à la surface de Mars. Ces sels, quand on les chauffe, on fait les mêmes types de réactions que ce que le métabolisme biologique pourrait faire. C'est dans le cadre des expériences de Viking. Donc en quelque sorte, Viking, elle avait du sol, elle mettait des nutriments, et puis des nutriments qui étaient marqués au niveau isotopique, et elle regardait en fait si ces nutriments se transformaient en CO2, c'est-à-dire s'il y avait de la respiration. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient. Et les résultats ont été positifs. Donc ils ont mis des nutriments dans le sol, ils ont chauffé, et il y a eu du CO2 qui s'est échappé avec le carbone marqué qu'ils avaient mis dans les nutriments. Donc ils se sont dit, on a trouvé de la vie sur Mars, il y a de la respiration, il y a des bactéries qui respirent. Sauf qu'en fait, quand on chauffe Mars, le sol de Mars,